Alors bonsoir à tous, bienvenue sur Être Soi. Je suis très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois. Si vous êtes nouveau, je suis Corinne Merlot, psychopraticienne et la fondatrice de Être Soi. Cette plateforme en ligne est orientée épanouissement personnel, bien-être, santé et art de vivre. Le thème du live de ce soir est Vivre en conscience. Alors avant de vous présenter mon invité, j'aimerais vous poser quelques questions. Croyez-vous que la façon dont vous pensez a un quelconque effet sur votre vie? Alors la réponse sera probablement oui. Alors maintenant, combien d'entre vous se sont réveillés ce matin et ont consciemment créé leur futur? Qu'avez-vous fait de différent aujourd'hui? Qu'avez-vous fait en conscience? Vous êtes-vous simplement brossé les dents ce matin en conscience? Avez-vous mangé en conscience? Avez-vous conduit en conscience? Avez-vous discuté avec quelqu'un en conscience, en ayant conscience de qui vous êtes, de ce qui vous anime, vous active, vous réactive même émotionnellement, en ayant conscience aussi de qui est l'autre, ou au contraire, avez-vous fait les mêmes choses que d'habitude, les mêmes routines? Vous êtes-vous fait emporter peut-être émotionnellement par les mêmes choses? Ce qu'il faut bien sûr savoir, c'est que nous sommes le fruit de l'ensemble de nos habitudes. Nous avons en moyenne 60 000 pensées par jour et 98% de ces 60 000 pensées que nous avons eues aujourd'hui sont les mêmes qu'hier. Donc notre journée d'aujourd'hui ressemble à celle d'hier et d'avant-hier et d'avant-avant-hier, et notre journée de demain ressemblera probablement à celle d'aujourd'hui. Nous sommes plus ou moins programmés pour rester la même personne dans le futur, à moins de prendre conscience des pensées que nous avons. Alors la grande question est, que voulez-vous faire de ces 1%, de ces 2%? Comment voulez-vous vivre? Souhaitez-vous vivre de la même façon, faire les mêmes choses et obtenir les mêmes résultats? Ou souhaitez-vous vivre davantage en conscience et changer votre vie? Eh bien, c'est de cela dont nous allons parler ce soir avec Gwen Clapp. Gwen Clapp est holothérapeute, chamane, enseignant de santé, de la guidance spirituelle. Il est également conférencier et il anime des stages et des formations, seul ou en collaboration avec le docteur Christian Thalschaller, sa mère maître Johanne Razanamai et Jean-Marie Muller. Gwen, bonsoir. Bonsoir Corinne et bonsoir à tous, tout le public qui est là. Donc j'ai vu Corinne que je connais et les autres. Bienvenue à tous. Je remercie première Corinne de ton invitation sur cette chaîne que j'ai découvert récemment, que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce que tu avais invité récemment Tal Chaler et je crois aussi Johanne Razanamai, ma mère. Exactement. Donc c'est bien, on y passe toute la famille. Exactement. C'est très plaisir parce que j'ai eu beaucoup de beaux échos sur toi. Ah bah c'est gentil, merci. C'est vraiment un plaisir de t'avoir. Je suis ravie de faire ce live avec toi. Effectivement, toute la famille est passée. Alors Gwen, le thème du live de ce soir, c'est vivre en conscience. Et mes premières questions sont: comment définis-tu la conscience et que signifie pour toi vivre en conscience? Alors, déjà, je tiens à te remercier pour la présentation que tu as faite parce que c'est exactement ça. En fait, tout ce que tu as dit, j'aurais pu le dire. Moi-même, en séance individuelle, je dis aux gens que finalement, les seules pensées répétitives que j'ai, c'est une sorte de mantra que j'ai le matin. C'est que je me réveille en me disant deux choses. Aujourd'hui, je vais passer une journée merveilleuse. Et aujourd'hui, je vais passer une journée différente de hier. C'est mes credos du réveil pour bien commencer la journée. C'est de partir dans l'idée d'être dans la découverte d'une nouvelle journée plutôt que de partir dans l'autoroute de l'ennui. Donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce que la conscience? En fait, pour moi, je dirais que la conscience, c'est la globalité de la vie, tout simplement. C'est-à-dire que on peut vivre et se laisser porter par la vie, où on peut faire des choix. Et en fait, pour moi, la conscience, ça sert presque à rien pour quelqu'un qui peut ne pas être conscient mais être heureux, mais c'est très rare. Et sinon,
la conscience, ça sert seulement à faire des choix. Parce que, comme tu le dis, on a des pensées créatrices. Si on pense toujours la même chose, si on a tout le temps les mêmes réactions, les mêmes comportements, on arrive toujours au même résultat et c'est ce qui s'appelle le karma. Et quand on est conscient, on peut choisir de modifier même des petits éléments de sa vie qui vont tout faire basculer. C'est-à-dire que si je vois que je me dispute toujours sur le même sujet avec la même personne, il faut tout simplement que ma conscience me permette de me dire, bon, à ce moment-là, je vais avoir un comportement très différent qui va permettre à l'autre d'être surpris par moi et de manière à ce que sa réaction elle-même soit nouvelle. Donc, c'est tout simplement ça pour moi, la conscience. C'est finalement comme un jeu de la vie. Donc, pour moi, mon âme ou notre âme nous inspire à la créativité permanente. Donc, notre âme, elle vient s'amuser sur Terre quelque part, découvrir des choses. Et si je suis plus dans la découverte et dans la création et dans la nouveauté chaque jour de ma vie, alors je suis ce que j'appelle donc l'autoroute de l'ennui, qui est les comportements qui sont les comportements de l'ego. Parce que notre ego, c'est ce qui crée ce que certains appellent la zone de confort. Donc, nos habitudes, nos routines et tout ce qui fait qu'on est en pilote automatique de la vie, justement parce qu'il n'y a plus de conscience. Et donc, toi, comment tu fais pour vivre davantage en conscience? Donc, tous les matins, effectivement, tu as ces petits mantras-là. Et après, qu'est-ce que tu mets en place, peut-être, pour changer justement ces schémas de pensée répétitifs qu'on peut avoir? Ou qu'est-ce que tu proposes peut-être aussi aux personnes de faire pour vivre davantage en conscience? D'accord. Alors tout de suite, je vais aussi nuancer une chose, c'est que je peux répondre à ta question et je vais le faire sur qu'est-ce que moi je mets en place. Par contre, je tiens vraiment à préciser que moi, je me donne pas en modèle ou en exemple. Bien sûr. C'est-à-dire que dans mes stages ou dans mes conférences, je dis pas aux gens faites comme moi. Oui. Je leur apprends à faire comme eux-mêmes pourraient faire ou devraient faire si ça les appelle. Parce qu'en fait, le bonheur, l'amour, la joie et la paix sont propres à chacun. Donc pour moi, dans la spiritualité, il n'y a pas de mode d'emploi. Oui. Il y a différents outils qui nous permettent effectivement de jongler avec chacun ses propres sources de bonheur et chacun ses propres sources de guérison. Oui. Donc, pour répondre à ta question, justement, je pars de l'idée de regarder, d'observer en moi quelles sont mes sources de bonheur. Et puisque nous sommes des êtres multiples, on va parler par la suite de nos sous-personnalités, on a des milliers de sources de bonheur et de malheur qui ne sont pas toutes à égalité. Donc, dans une journée, je peux choisir d'honorer une mission de vie plutôt qu'une autre à un moment où j'en ai besoin. Donc, très simplement, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Par exemple, c'est qu'avant de faire ce live, déjà 1 heure et demie à l'avance, j'ai ressenti le besoin, justement, de plus parler à personne, de me faire un massage, de faire mon chamanisme. Je me suis fait un soin en invoquant la terre et le ciel, et pendant 1 heure, je me suis occupé de moi. Donc certains appellent ça égoïsme ou égocentrisme, et j'explique souvent aux gens qu'en fait, le problème, c'est que dans beaucoup de spiritualité, on confond l'ego et l'âme. C'est que dès que quelqu'un s'aime et s'honore, on lui dit c'est ton ego, tu penses qu'à toi. Alors que non, notre âme, elle nous dit occupe-toi de toi, câline-toi, aime-toi, fais-toi du bien. Et comme ça, tu seras plus capable d'honorer les autres. Donc voilà, c'est ça. C'est que j'ai préparé non seulement ce direct pour toi, mais j'ai aussi pensé à demander de la guérison pour moi-même, pour mes maladies, mes problèmes, envoyer de l'énergie en pensant à mon fils, à ma sœur, à mes amis.
Et j'ai essayé d'envoyer une énergie créatrice, non seulement pour aujourd'hui, mais pour le chemin que je vais emprunter, au moins pour le mois qui arrive. Donc, vous voyez, ce sont des choses très simples. C'est vraiment mettre de la joie dans sa vie. C'est que je sais très bien que là, je suis avec vous, j'adore. Et que dès que ça sera terminé, ben, j'aurai envie de sortir et d'aller à un endroit que je ne connais pas, d'aller rencontrer des visages que j'ai jamais vus. Et je trouve que c'est ça, la beauté de la vie. C'est que je prends souvent cette métaphore géographique parce que je trouve qu'elle est extrêmement parlante. C'est quand je veux aller d'un point A à un point B, mon ego, il programme tout de suite quel est le chemin le plus court pour aller là-bas le plus vite. Puis il y a mon âme qui me dit, est-ce que tu es obligé de prendre le chemin le plus court et aller le plus vite? Pourquoi tu ne ferais pas un détour d'une demi-heure pour te balader? Et je trouve que c'est cette métaphore-là qui crée la magie de la vie. C'est que soit je prends le chemin point A, point B, et ma vie, elle est stressante, soit je m'autorise à découvrir d'autres chemins de la vie. Et pour moi, ben, c'est ça, incarner sa spiritualité. On va en parler. Alors, vivre en conscience signifie effectivement donc devenir l'observateur conscient de soi. Ça demande vraiment de se regarder, de s'introspecter, et c'est prendre aussi conscience de tout ce qui nous, de tout ce qui nous compose, des différents corps que nous avons. Tu es holothérapeute. Est-ce que tu peux nous parler de ces différents corps qui nous composent? Alors oui, on a 4 corps. Je ne le dis pas d'une manière dogmatique parce que certains vont dire oui mais non, etc. Donc, on se calme. Tous notre ego, donc moi le premier. Donc dans cette vision holistique, il y a 4 corps qui sont des corps énergétiques. Donc un corps physique, c'est celui que tout le monde connaît. Un corps émotionnel, un corps mental et un corps spirituel. Et en fait, je les cite dans l'ordre de lourdeur. Parce que chaque onde et vibration crée de la matière quand elles ralentissent. Donc finalement, quand mon corps physique est en mouvement, je crée de la vie, des muscles, de l'énergie, du dynamisme. Et quand mon corps physique s'arrête, je crée de la maladie. Et en fait, cette compréhension de la vie sur un plan purement énergétique, on peut l'appliquer aux autres corps. C'est que mes émotions, c'est pareil. Si je suis triste et que je pleure pas, ben, je vais créer une maladie non seulement émotionnelle, mais qui en plus peut se répercuter sur mon corps physique. Et de la même manière, si je lâche pas mon émotion, je vais la transformer en pensée. Donc, ce qui nous amène au corps mental. C'est que si je suis triste et qu'au lieu de pleurer, je me dis, je vais réfléchir à ma tristesse, il faut que je trouve des solutions dans ma vie, ben, c'est le meilleur moyen de perpétuer la tristesse parce que mes pensées vont créer plus d'émotions et mes émotions vont créer plus de pensées. Et là, on est rentré dans le cercle vicieux de la souffrance. Donc, en fait, l'accès au corps spirituel, c'est quand je mets du mouvement dans mes 3 corps énergétiques. Je bouge mon corps, je lâche mes émotions et je libère mes pensées. Et de cette manière-là, j'accède à ma conscience. Donc, forcément, tout passe par le mouvement. Et en fait, le corps spirituel, on réalise à ce moment-là que, en fait, c'est juste d'être en vie pleinement. Donc, il y a soit, on parle beaucoup amour, lumière, énergie, mais mon corps spirituel, il ne juge pas ma haine, ma colère, mon mal-être. Donc, j'ai un certain recul sur moi-même qui me permet d'accueillir tout ce que je suis. Et en fait, c'est ça qui me passionne d'ailleurs dans ce métier, c'est que la découverte de soi, donc la conscience de soi, nous permet de nous dire « je ne suis pas que ça ». Donc,
mon ego, il m'a créé une sorte de paraître. Donc, paraître vis-à-vis des autres, mais paraître vis-à-vis de soi-même. Où, pour moi, il y a quelque chose que je trouve très fort, très beau aussi, avec de la compassion. C'est que l'ego nous persuade que je suis moi-même quand je suis comme ça. Donc comme ça peut être sympa, ça peut être généreux, ça peut être gentil, ça peut être serviable. Mais quand j'écoute mon âme, en fait, je réalise que je suis tout. Mais ça dépend à quel moment de la journée et est-ce que je me l'autorise ou pas. Donc je peux être gentil, je peux être méchant et c'est pas mal en fait d'être méchant si c'est un moment donné où je m'autorise à l'être. Donc on revient sur le choix en conscience. Oui. Donc soit on apprend à nous améliorer chaque jour de notre vie, mais sans culpabiliser à un moment où on a un comportement qui n'est pas idéal. Donc je pense que c'est ça le fait d'être un être total, c'est quand il n'y a plus de jugement sur soi. Je suis très bien quand je suis en contact de mon âme, je me sens heureux. Mais s'il y a un moment où je vais mal et c'est mon ego qui prend le contrôle et que je fais quelque chose de mal, donc le mal c'est la morale, la moralité, c'est pas la conscience. Oui. Eh bien, soit je culpabilise, soit je m'accepte avec ça. C'est de l'amour, c'est ça le truc. C'est une clé, hein, bien sûr. Quand tu parles de mouvement, qu'il faut amener ce mouvement-là dans chacun de ses corps, justement, au niveau physique, ça j'entends bien. Donc, c'est faire, par exemple, du sport, de l'activité, ça peut être faire des massages. Voilà, il y a pas mal de choses pour bouger le corps, pour l'harmoniser, le guérir. Au niveau émotionnel, quand tu parles de mouvement, tu entends quoi? Et au niveau du corps mental, le mouvement, tu entends quoi aussi? Alors, au niveau émotionnel, en fait, justement, avec cette notion de jugement de soi-même, on se dit, tiens, j'ai une émotion positive, la joie, et j'ai 3 émotions négatives, la tristesse, la colère et la peur. Donc, c'est ce qui fait que d'ailleurs, dans beaucoup de spiritualités, les gens, ils veulent plus avoir l'air en colère ou triste ou avoir peur. Ils veulent être neutres, comme s'il y avait une forme de déni de notre propre humanité. Alors que mettre mes émotions en mouvement, puisque tu as parlé de nos pensées créatrices, mais nos émotions aussi, c'est 24 heures sur 24. Ouais. Il y a parfois des états de conscience modifiés qui nous permettent d'être relativement neutres, ce qu'on peut appeler le détachement sur la vie, mais malgré tout, il y a l'acceptation de ces émotions qui sont en mouvement perpétuel. C'est que d'un instant à l'autre, je peux basculer d'une émotion à une autre. Et en fait, ce qu'il y a de magique, je dirais, c'est que quand je fais mes choix en conscience, je réalise que je peux même avoir plusieurs émotions en même temps. C'est que par exemple, je vais prendre un exemple très concret, c'est que si j'ai un choix à faire, demain soir, il y a une charmante jeune femme qui m'invite à boire un verre, et que de l'autre côté, c'est la seule occasion que j'ai de voir mon fils avant de partir à un stage, je fais un choix en conscience et tout en sachant que peu importe le choix que je vais faire, il y a une partie de moi qui va être heureuse et l'autre malheureuse. Ah oui. Nous sommes des êtres multiples. Donc, c'est là où on choisit. Est-ce que je choisis d'être heureux du choix que je fais ou est-ce que je vais saboter ma soirée en faisant un choix mais en pensant à l'autre? Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont pas là. On dit ils sont pas là, ils sont absents. C'est que je vais passer la soirée avec mon fils, mais je vais penser à la femme, ou je vais passer la soirée avec la femme, mais je vais penser à mon fils. Je suis pas au bon endroit, en fait. Et c'est ça nos émotions, leur multiplicité et le mouvement émotionnel, c'est d'accueillir ce qui me traverse. Donc, si je suis triste, ben, je pleure. Ensuite, je me recentre et je choisis d'être heureux.
Mm. Et en fait, si je n'accepte pas ce mouvement, en fait, c'est ce qu'on appelle une blessure d'ailleurs, c'est que je garde mon émotion et je vais me balader avec toute la journée. Ou alors je vais me balader avec toute ma vie pour les blessures dues à l'enfance. Donc c'est pour ça que la base, même pour calmer notre ego, pacifier notre ego, ça commence par laisser sortir nos émotions. Ouais. Et c'est vrai que ça, on ne nous a pas appris. On ne nous a pas appris à lâcher les émotions, on ne nous a pas appris à les vivre pleinement. Adulte, c'est vrai que, alors déjà, enfant, on nous dit, il faut pas pleurer, tu es un garçon, tu es fort, etc. La petite fille, c'est un caprice. Donc c'est vrai qu'adulte, on a été conditionné et on va refouler, on va emmagasiner ces émotions, on va les imprimer, on va les cristalliser, on va tomber malade comme tu le disais. Donc il y a vraiment à la fois ce conditionnement. Il y a notre ego aussi qui nous dit que on peut pas être faible et on doit encore moins montrer cette faiblesse-là aux autres. Donc, je trouve que c'est un message qui est important de comprendre que les émotions, c'est ce qui fait partie de notre humanité. C'est-à-dire que pourquoi accepter d'être pleinement joyeux, de rigoler, de célébrer les choses qui sont positives, agréables, et pourquoi ne pas s'autoriser à être triste, à être en colère, à avoir peur, alors que ça fait partie du panel des émotions qu'on a. Donc, je pense que c'est vraiment important de comprendre que il faut qu'on exprime ces émotions-là. Tu disais une phrase dans un live que j'écoutais, l'enfant quand il pleure en grand. Tu dis, il n'est pas petit dans sa tristesse, alors que nous, adultes, on se cache parce qu'on a peur de l'intensité. Je trouve que cette phrase, elle est magnifique, elle résume exactement ça. L'enfant quand il pleure, il crie, il tape des pieds, il se roule par terre, il l'exprime, il fait sortir cette émotion-là. Il est vivant. Alors que nous, effectivement, mais on meurt avec ces émotions qu'on garde en nous parce qu'on a peur, effectivement, de cette intensité. Donc, mais là, tu sais, c'est déjà merci de me rappeler ce bon souvenir. Et on parle de la tristesse, mais en fait, le plus dramatique en fait, c'est qu'on le fait même avec la joie. On le fait même avec l'amour. Ouais. C'est que, en fait, je vois justement qu'il y a des gens, ils nous font un compliment et on pourrait dire waouh, merci infiniment, ça me touche en plein cœur. Merci, ce compliment, il me fait du bien. Mais là, il y a notre ego qui nous dit mais t'en fais des tonnes, arrête. Ne donne pas autant d'amour et de joie parce que l'autre va croire que t'es qu'un gamin. Et moi, j'entends beaucoup ça parce que je vois que ce soit avec Johan ou Tal ou Jean-Marie Muller, dont tu as parlé au début, qui est un frère pour nous, et avec d'autres de nos proches, on se fait tout le temps des déclarations d'amour monumentales. Ah oui, j'ai vu, j'en ai eu plein de ta mère. Voilà, donc on est là, même sur les réseaux sociaux. Ouais. Je vois que des fois, on se lâche un pavé. Ouais. Merci, tu es un immense enseignant, je t'admire, j'apprends tellement de toi. Ouais. Et en plus, tu es dans ma vie, j'ai une chance inouïe. Et j'entends souvent des gens qui me disent ouais, mais vous en faites trop. Mais c'est pour ça que j'ai pris cet exemple de la joie, parce que pour la tristesse, les gens comprennent, mais pour la joie, accueillir sa spiritualité. Ouais. Moi, il y a un outil que j'adore, et c'est ce dont je parle là, c'est notre capacité d'émerveillement. Je regarde un paysage, je partage un moment avec quelqu'un, je suis dans une activité que j'apprécie. Est-ce que j'accueille pleinement le bonheur que ça me procure ou est-ce que je minimise tout? Et forcément, quand on n'est pas capable de dire à quelqu'un « je t'aime » en grand, on est frustré. Parce qu'en fait, beaucoup de gens, ils disent « oui, mais moi je donne, mais je reçois rien en retour ». C'est pas vrai. C'est juste parce que tu sais pas t'émerveiller de ce que tu donnes et de ce que tu reçois. Donc, au lieu de faire ça, tu vas te focaliser juste sur ta frustration. Donc, pour moi, c'est vraiment important de comprendre que je veux surtout pas être neutre émotionnellement dans ma vie, parce que sinon, il n'y a pas de bonheur.
Complètement. Ouais, mais ça, j'adhère complètement. Alors du coup, qu'est-ce que tu enseignes aux gens pour qu'ils gèrent leurs pensées et qu'ils libèrent peut-être leurs émotions d'une manière saine? Parce que c'est pas tout d'accueillir son émotion et puis quand on parle de vivre pleinement l'émotion, c'est pas tout casser quand on est en colère, c'est pas hurler, c'est pas crier. Donc vivre sainement son émotion et libérer, voilà, gérer ses pensées. Pour toi, ça serait quoi les grands tips, les clés que tu pourrais nous partager? Bah, justement, dans l'idée que chacun a ses outils, Mmh. je sais que par exemple en stage, bah là je vais partir en stage avec Joanne et Tal. Bah, Tal, il enseigne des outils. Par exemple, pour la colère, c'est le tigre. Mmh. Pour la peur, bon, ça s'appelle la peur d'ailleurs, mais on lâche notre Ah peur. oui. Ah Donc ouais. ça, ce sont des outils émotionnels thérapeutiques, Mmh. effectivement, qui peuvent faire du bien à tout le monde. Ça veut dire, j'accueille, en fait, c'est ça. C'est que j'observe, en fait, déjà, pour moi, le plus important, l'étape numéro un de tout, c'est de se voir soi-même. Parce que si on ne se Ah oui. voit pas, on ne peut pas se changer. Donc j'observe à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se passe. Bah, j'ai peur que le public n'adhère pas à mon message. Alors soit je dis, il y a mon ego qui arrive et qui me dit ouais, mais il faut pas que ça se voit que tu as peur. Ne montre pas, ne le dis pas aux gens. Sinon, ils vont croire que tu es timide, que tu n'as pas confiance en toi, que tu n'incarnes pas ton message. Alors, c'est pour ça que je vous le dis. C'est que soit j'écoute mon ego et je fais semblant d'avoir aucune peur, et soit, justement, je me dis bon, j'ai de la peur, mon ego veut pas que ça se voit, donc je vais l'assumer à fond, comme ça, mon ego, il va se calmer. Donc, étape numéro un, c'est ça. Après, je lâche ma peur. Donc, moi, en général, je crie. Mmh. En fait, pour moi, le meilleur exemple de l'essence de l'humanité, c'est les enfants en bas âge et les animaux. Donc, qu'est-ce qui fait? Que fait un animal quand il a peur? Bah, il part en courant. Mmh. Donc, moi, je me dis, OK, alors je ne peux pas partir en courant, mais je peux mimer le geste en surplace. Alors, je tape des pieds, j'ose Ouais. lâcher ma peur à fond. Et en plus, ce qu'il y a de plus amusant encore, c'est que c'est un double effet. C'est que de un, je lâche ma peur, et de deux, mon ego, il perd le pouvoir qu'il a sur moi, le pouvoir de paraître. Ouais. Donc moi, je trouve ça hilarant et c'est très Mais jovial. et c'est le bon terme, hein, c'est oser. C'est oser être soi, oser exprimer pleinement, effectivement, son émotion. Bah oui, on est ridicule, on est ridicule. Bon, ben voilà, quoi. C'est. Mais tu sais, dans mon observation de notre ego, en fait, l'ego, il nous tient avec la peur du ridicule, la peur d'être fou et la peur de l'inconnu. Mm, mm, Donc, ça nous donne tout de suite trois clés extraordinaires qui sont, bah, si je fais l'un des trois ou les trois, bah, mon ego, il me laisse tranquille. mm, mm. Parce qu'il y a quand même, faut se dire qu'il y a des êtres humains qui passent leur vie à paraître sages, à paraître sérieux. Ouais. Mais Et c'est incroyable. ouais, mais je rebondis là-dessus. Je le dis dans un des premiers lives que j'ai fait. On a cette croyance que quand on devient adulte, on devient sérieux. C'est comme si à partir du moment où on a fini ses études, on rentre dans la vie active, on commence à travailler, et ben il faut se poser, il faut avoir le travail, la maison, le compagnon, la compagne, enfin voilà, et vraiment on devient sérieux quoi. Il faut plus rigoler, il faut plus se prendre, enfin il faut se prendre au sérieux. Et effectivement, je trouve ça mais d'une tristesse. Alors que la vie, ben, c'est pas que ça. Quoi. Il y a la joie, il y a redevenir enfant, redevenir curieux, s'émerveiller, comme tu disais, d'une fleur, d'un coucher de soleil. Enfin, c'est tellement plus vivant, tellement plus enthousiasmant de vivre comme ça et d'exprimer pleinement qui on est que c'est. Mais voilà, il y a cette croyance, ce conditionnement-là qui nous enferme, qui nous enferme. C'est ça. Et en fait, il faut se libérer Oui. du regard des autres, Mm. mais aussi, il faut se libérer de soi-même. Et c'est ça qui est fou.
Et en fait, c'est très intéressant de voir à quel moment mon ego me tient et pourquoi. Je te prends un exemple vraiment très simple. Je sais que, tu vois, je fais de la pub pour mes stages, ça m'arrive. Ouais. Récemment, j'ai lancé une pub pour mon stage, le stage que je ferai en octobre à l'île de la Réunion. Ouais. Donc, quand tu lances une pub, tu sais déjà que ton public, il va te dire « Ah, super, merci de venir ». Et tu as tous les gens qui ne te connaissent pas, qui, eux, ils vont sûrement te critiquer. Et donc, je balance ma pub et je me prends un commentaire. Bah, vu le prix du stage, tu vas te faire un paquet d'argent à la Réunion. Et là, je sens mon ego qui veut, il me dit, défends-toi. Ouais. Défends-toi, prouve-lui que tu ne veux pas venir pour l'argent. Donc, ça, mon ego, il va me dire, mais non, je viens pour distribuer la spiritualité à la Réunion. Mais je m'observe. Si je suis heurté, c'est que je ne m'assume pas. Alors, je fais pas semblant d'être un maître de sagesse et j'ai répondu bah, merci infiniment, j'espère bien gagner plein d'argent. Merci de me le faire remarquer. Parce que c'est vrai que moi, je n'avais pas réalisé. Bien sûr, c'est mon métier. Mais si je fais mon métier, je suis heureux et qu'en plus, je rentre avec de l'argent, bah, tant mieux. Et c'est ça que je trouve très drôle, c'est qu'il y a ces tabous de la spiritualité où dès qu'on dit je vais gagner de l'argent, ou dès qu'on dit religion, dès qu'on dit sexe, les gens ils sont terrorisés, on dirait. Ou même dire que je viens dispenser un enseignement spirituel, ça devrait être gratuit pour les gens. À part, ou même le Reiki, enfin tout. Hein, moi, je vois bien, je fais des soins énergétiques. C'est un don, il faudrait le faire gratuit. Donc oui, il y a tellement de malentendus sur tout ça. Mais moi, j'assume totalement. C'est que je dis souvent aux gens, mais trouvez-moi un mécène qui me finance tout et je viens le faire gratuit. Il n'y a pas de problème. Ouais. Mais tant que je suis limité financièrement, je suis bien obligé de rentrer dans ce jeu. Là, je prends l'exemple de l'argent, mais finalement, c'est valable pour tout. Ouais. Pour tous les domaines de notre vie, ouais. Notre ego, il nous tient. Donc, je vois plein de gens qui font des méthodes de loi d'attraction. J'en parlais avec une patiente cette semaine, d'ailleurs, on trouvait ça très drôle. C'est que, bon, souvent, la loi d'attraction, les gens, ils veulent devenir riches, ils veulent pas être en paix. Donc, tu te dis pas, ah ben tiens, moi, je vais faire 1000 mantras pour être en paix avec moi-même. Tu te dis, moi, je veux 1 million d'euros d'ici 10 ans. Mais comment on peut souhaiter créer de l'abondance dans sa vie si on ne s'assume pas? Je demande à l'univers de l'argent, mais quand je vois un mec qui gagne de l'argent, je le juge. Tu vois, oui, mais c'est toutes les contradictions de ce monde. Hein. On ne sera jamais satisfait, on aura toujours quelque chose à critiquer. C'est ça, et en fait, cette observation de soi-même, j'admire en fait vraiment à quel point ça peut être intéressant de se dire à chaque fois que je juge quelque chose, c'est donc que j'ai un problème intérieur à résoudre. Je sais qu'en stage, il y a un exercice qui est un de mes préférés, que j'ai appelé du jugement à la compassion. C'est que chacun doit, par exemple, venir au milieu du cercle pour dire qu'est-ce qu'il juge dans sa vie. Qu'est-ce que tu supportes pas? Quels sont tes tabous? Qu'est-ce qui te fait partir au quart de tour? Tu l'observes, tu le dis. Et ensuite, tu vas regarder à l'intérieur de toi, quelle est l'origine de ça? De cette pensée, de cette croyance, de ce jugement. Oui, de cette croyance limitante. Donc, il y a des gens qui vont dire, moi, je trouve que la société, elle n'est pas assez consciente. Les gens, ils préfèrent regarder le foot plutôt que de s'intéresser aux choses qui vont les élever spirituellement. Je vais lui dire, ok, et depuis quand? La personne va chercher, parce que moi, quand j'étais petit,
mon père, il nous obligeait à lire au lieu de regarder des matchs de foot. Alors je lui dis, ok, bon ben toi, ta thérapie, c'est d'amener tes potes voir un match de foot. Et en fait, à partir du moment où on s'autorise à faire ce qu'on juge, ben on ne le juge plus. Ouais. Tu vois, par exemple, dans la féminité, il y a beaucoup de femmes dans la spiritualité, on dirait que puisqu'elles pensent qu'être spirituelle s'oppose à être superficielle, elles vont juger celle qui se maquille et qui se met en talons et qui s'habille sexy. Ben regarde là, celle-là, là. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Complètement, complètement. Et des fois, je dis à ces femmes, prends 2 heures pour t'aimer, te faire belle, t'admirer, te faire chouchouter, va te faire les ongles, va chez le coiffeur, je sais pas. Mais tout ce qui va t'empêcher de juger ces femmes. Et je jure devant Dieu que n'importe quelle femme qui fait ça, elle va se sentir bien avec sa féminité. C'est pas juste d'être belle, d'avoir un corps parfait. C'est d'être capable de s'accorder du temps et de l'amour. Donc, c'est pas tous les jours de notre vie qu'il faut se mettre en talons aiguilles, en robe et se maquiller. Mais c'est savoir le faire. Donc, il y a un jour, moi je parle en tant qu'homme, il y a un jour, je me laisse aller complètement, le lendemain, j'ai envie de me faire beau. Et tu vois, ça rejoint l'idée de départ que je ne suis pas que un comportement. Je suis libre d'être dans le mouvement. C'est le problème de l'ego. Hein. Je veux bien que tu le définisses d'ailleurs. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont encore du mal avec ce terme. Qu'est-ce que c'est que l'ego? Comment il fonctionne? C'est quoi ces mécanismes? Peut-être que tu peux nous... On en a déjà parlé évidemment, mais est-ce que tu peux redéfinir un peu cela? En fait, l'ego, je vais peut-être le présenter autrement que d'habitude. Parce qu'on dit l'ego, c'est une partie de soi, mais en même temps, j'ai l'impression que l'ego, c'est plus quelque chose qui nous accompagne. C'est comme une entité qui nous accompagne toute notre vie pour prévenir des risques de danger et de souffrance. Donc, pour moi, le plus important, le truc numéro 1 à se mettre dans la tête, c'est mon ego, c'est pas quelque chose de mal. Mon ego est bienveillant parce qu'il me dit, si tu sautes du balcon, tu vas mourir. Et il a raison. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, l'ego, il nous dit, il y a un chien qui te court après, cours. Donc, l'ego nous inspire la peur. Mais pour moi, c'est une peur saine. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais complètement. Mais c'est encore une fois une croyance, c'est-à-dire que c'est important de le dire, parce que c'est vrai, quand on débute sur le chemin du développement personnel, on diabolise souvent l'ego. Oui. Alors que c'est sûr que lorsqu'on n'est pas dans la conscience de l'ego, on peut croire que l'ego c'est nous. Hein. On va s'identifier à nos pensées, on va croire que nos pensées c'est nous, on va croire que nos émotions c'est nous. Donc il y a vraiment à apprendre à se désidentifier. Nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos croyances, nous ne sommes pas nos comportements, nous ne sommes pas nos émotions, mais il y a pas non plus à vouloir tuer l'ego. C'est-à-dire qu'il nous aide à vivre notre vie. Mais par contre, effectivement, comprendre comment il fonctionne, quels sont ses mécanismes, voir là où il peut nous poser problème dans la vie, hein, ça, c'est effectivement important. Hein. Et donc, ces mécanismes-là, peut-être que tu pourras en parler. Tu sais, tu parlais peut-être d'envie, de jalousie, de comparaison. Ce sont des comportements, en tout cas, qui peuvent nous aider à l'identifier plus facilement. Oui, mais je reviens sur ta première question parce que, en fait, j'ai besoin de transmettre quand même un message un peu plus profond. C'est que donc l'état originel de notre ego, c'est donc de nous accompagner pour qu'on ne meure pas.
Oui. L'instinct de survie. Mm. Ça, c'est l'ego dans toute sa noblesse. Ensuite, pourquoi on diabolise l'ego? C'est parce qu'en fait, au fur et à mesure de ma vie, depuis que je suis enfant, j'ai appris que papa me récompense quand j'ai des bonnes notes à l'école. Mm. Maman préfère mes frères et sœurs. Quand je suis interrogé au tableau, j'ai dit une erreur, tout le monde s'est moqué de moi. La première fois où je suis tombé amoureux d'une fille, elle était amoureuse d'un autre garçon. Et en fait, l'ego, il prend note de tout pour dire, ben, grâce à toutes ces informations, je vais t'éviter de souffrir. Mm. Donc, quand tu es avec des hommes, il faut que tu sois intelligent. Quand tu es avec des femmes, il faut qu'elles te préfèrent toi. Et en fait, c'est ça, les mécanismes de l'ego sont toujours passés sur des mémoires de souffrance. Donc, je rencontre quelqu'un, mon ego me dit, méfie-toi. On ne sait pas ce qu'il veut. Ouais. Quelqu'un te fait un compliment, l'ego, il dit où il veut en venir, lui. Il veut sûrement obtenir quelque chose. Et là, c'est là où j'ai le choix en conscience. T'as raison, mon ego, je vais me méfier de lui. Ou, bon, écoute, mon ego, je t'ai entendu, mais j'ai pas peur, je le connais pas. Et là, j'écoute mon âme. Et mon âme me dit, fais-lui confiance. C'est sûrement quelqu'un de bien. Et c'est là où il y a toute la loi d'attraction qui se met en place. C'est que si j'ai peur que quelqu'un me trahisse, ben, j'envoie l'énergie, trahis-moi. Tu vois, c'est magique. C'est quand on a peur que quelqu'un nous fasse souffrir, c'est le meilleur moyen d'attirer des gens qui vont nous faire souffrir. Ouais. Parce que je trouve que pour moi, le truc fondamental de la vie, c'est qu'en fait, la vie, elle nous dit tout le temps oui. Elle nous dit tout le temps, tu as raison. Donc si tu dis les hommes, c'est tous des pervers narcissiques, Oui, la vie, elle va te dire oui. Là, tiens, je t'en présente un. Tu vois? Et si tu dis, ben moi, je trouve que les êtres humains, ils sont extraordinaires, la vie, elle te dit oui, et tu vas rencontrer des gens extraordinaires. Ouais. Et c'est là où il y a tout le système de pensée créatrice, mais d'émotion créatrice, Oui. et de sources de bonheur et de souffrance, et du triangle de Karpman. On peut tout mettre dedans, en fait, dans cette énergie créatrice. C'est que, en fait, c'est ça. Mon ego perpétue la souffrance en voulant m'éviter de souffrir. C'est ça le plus grand paradoxe. Ouais. Et mon âme, c'est un peu le monde des bisounours, mais si je l'écoute, bah, il m'arrive que des belles choses dans la vie. C'est-à-dire qu'il a mis en place tous ces mécanismes de défense pour pas nous ramener à revivre une situation plus ou moins similaire, identique, mais quelque part, ben, ça crée des blocages et puis on met encore plus de couches et ça nous empêche d'expérimenter la beauté de la vie, quoi. Toutes ces protections-là, ça met un voile devant nous et ça nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Hein. C'est-à-dire qu'on la voit en fonction de nos fils, de nos blessures, de ces mécanismes de défense, de ces croyances-là. C'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que dans certaines, pour pas dire toutes, spiritualités, ou même dans certains chamanismes, moi je vois, il y a plein de gens qui me demandent, oui, Gwen, comment tu fais pour te protéger des mauvaises énergies? Je leur dis, ben, justement, je m'en protège pas. Non, c'est parce qu'à partir du moment où je vais construire des choses pour me protéger, je vais attirer ces choses qui vont confirmer que j'ai eu raison de m'en protéger. Donc, au lieu de construire des murs autour de moi et de me balader avec un bouclier et d'être sur le qui-vive pour regarder s'il y a quelqu'un qui m'envoie une mauvaise énergie, ben non, je pose tout, je suis libre.
j'accueille la vie. Et si la vie elle me fait souffrir, ben, je prends, je souffre, je pleure, et après je vais de l'avant. Mais c'est en étant bienveillant avec la vie qu'on attire des choses bienveillantes. C'est pas en se protégeant. Donc que ce soit du chamanisme ou des voyages astraux ou rencontrer une femme ou un homme dans la rue, ne vous protégez pas. Et alors, tu parles de pacifier l'ego. Ça veut dire quoi concrètement? Pour toi, évidemment. En fait, justement, l'autothérapie, finalement, puisque moi, j'aime transmettre. Ouais. Donc, je suis guérisseur, je suis thérapeute, je suis enseignant. C'est 3 choses différentes. Donc, quand je suis guérisseur, la personne, elle vient, je la soigne, elle repart. Mais la vocation que je préfère, c'est apprendre aux gens à le faire eux-mêmes, comme ça, ils n'ont plus besoin de moi. Donc, j'apprends aux gens à se faire leur propre autothérapie. Ouais. Donc, c'est très simple. Comme j'ai dit tout à l'heure, étape 1, je vois mon ego, je le calme. On appelle ça coucher bouboule. Donc, quelqu'un m'agresse, mon ego me dit défends-toi, calme-toi, accueille ce qui se passe. Mon ego se calme. Qu'est-ce que tu ressens quand tu te fais agresser? Ça me fait mal au cœur. Je m'y attendais pas, je suis surpris, je suis blessé. Et c'est ça la différence entre quelqu'un qui se fait agresser et qui se dit mais c'est toi le connard. Ping-pong émotionnel. Et quelqu'un qui se fait agresser et qui dit je m'attendais pas à ce que tu me blesses. Et là, l'autre, il n'attaque plus. Et c'est pour ça que calmer son ego, c'est déjà, on parlera peut-être par la suite de la voix de l'âme, mais rien qu'en calmant notre ego, on arrive à parler avec son cœur. C'est sûr que ça doit tellement être surprenant d'entendre cette réponse-là. La personne qui agresse, elle doit être totalement déstabilisée. C'est-à-dire qu'on a l'habitude, quand on est agressé, d'agresser, etc. Et là, de prendre le contre-pied, de faire différemment et de dire, je me sens blessée là quand tu me parles comme ça. Je pense qu'effectivement, les personnes, elles ne s'attendent pas. Donc, ça casse cet échange de balles de ping-pong. Oui, et en fait, c'est pacifier l'ego, déjà, c'est comprendre l'ego. C'est qu'en fait, notre ego, il nous tient avec les peurs donc, de nos parents, de la société, tout ce qu'on appelle le conditionnement. Donc, le conditionnement, c'est pareil que l'ego nous dit ne montre pas tes émotions et ne dis jamais aux gens ce que tu ressens, sinon ils vont penser que tu es faible. Voilà, l'ego, il nous tient juste avec ça. C'est pour ça que les gens, ils veulent être forts. Je veux être fort. Une fois, dans une interview, j'avais eu le malheur de dire ouais, mais tu sais, la phrase « ce qui nous tue pas nous rend plus fort », ça, c'est vraiment l'ego. Et elle me dit « ah bon, et tu trouves que Nietzsche, il était dans l'ego ?» J'étais « oh là là, mince, je voulais pas dire du mal de Nietzsche. » Mais j'arrête la course à être fort. À être parfait. La course, tout court. J'ai pas besoin d'être fort, en fait. Ça sert à rien d'être fort. Moi, je vous le dis tous, les amis qui regardent, n'essayez pas d'être fort. Essayez d'être vrai. C'est tout. Et quand on est vrai, on veut plus prouver à l'autre qu'on est plus fort que lui. On se dit, bon, écoute, tu me proposes un combat, mais là, tout de suite, en fait, j'ai pas tellement envie. Donc, drapeau blanc, je te laisse gagner, quoi. Et je trouve que c'est beau, cette conscience, parce qu'en plus, dans la compassion, moi, j'observe que dans la société, il y a beaucoup de gens qui luttent pour être plus forts. Quand je dis plus fort, c'est pas que physiquement. Il y a des gens, c'est pour être plus intelligent. Le meilleur.
plus riche, peu importe le moyen d'être aimé en fait. Donc quand j'entends, dans les milieux de la spiritualité, c'est pareil, hein. C'est à qui mieux mieux, à la plus belle citation, quoi. Donc je vois quelqu'un qui me dit oui, mais tu sais, j'ai lu un bouquin de spiritualité qui dit que. Alors soit je sens mon ego qui me dit prouve-lui que toi aussi tu as des connaissances en spiritualité. Ah ben tu sais, moi dans mon enseignement, et là j'ai perdu, c'est mon ego qui a gagné. Alors que ma conscience me dit, regarde cet enfant, il a besoin d'être plus intelligent que toi. Laisse-le être plus intelligent que toi. Ok, vas-y, raconte-moi ton livre. Waouh. Ah ouais, c'est... Et on joue à l'élève. Moi, mon métier, c'est d'être enseignant, mais dans la vie, je suis un élève. Les gens, ils m'apprennent des choses tout le temps. Donc pour moi, le maître spirituel, c'est l'éternel élève de la vie. C'est que je n'ai pas besoin de prouver aux gens que je suis plus conscient, en fait. En fait, voilà, c'est ça, incarner sa spiritualité, c'est que je transmets des choses par la parole, mais il faut que je le sois dans mon attitude. Donc je ne peux pas dire aux gens, ouais, voilà, arrêtez de jouer les grands maîtres si moi je le fais tout le temps. Ouais. Ouais. Alors là, on a quelques commentaires. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Hein. Donc, merci d'être revenu sur l'ego. Je comprends plein de choses. Pour Maxime, Chrysaline, j'écoute mon ego et mon âme. Voilà pourquoi je suis zen et équilibrée. Je me parle beaucoup avec mon moi. Ça m'aide beaucoup. Besoin d'être vrai. Je me sens blessée ou tu m'as blessée. C'est une autre façon de dire les choses pour Anne-Sophie. Hein. Oui. Donc, posez vos... Je te coupe une seconde. Oui. Parce que entre je me sens blessé et tu m'as blessé, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. On est bien d'accord. On est bien d'accord. L'un, c'est témoigner de soi et l'autre, c'est jeter la pierre à l'autre. Oui. Donc, ne nous posons pas en victime. Oui. Vaut mieux dire aux gens j'ai mal au cœur. De parler de soi. Voilà, plutôt que de dire tu m'as fait mal au cœur. Oui. Oui, communication bienveillante, communication non violente de Marshall Rosenberg. On ne parle que de soi. L'autre ne nous blesse pas. À partir du moment où on parle de ça, l'autre ne nous blesse pas, l'autre ne nous manque pas de respect, l'autre ne nous fait pas du mal. Non, c'est on se sent blessé, on a mal parce que ça vient réveiller des choses chez nous. Alors, le truc, c'est un de mes credos aussi de vie. C'est un choix, justement, de me dire je donne aux autres ce qui me fait du bien. Et quand j'ai des choses à donner qui font mal, je ne les donne pas. Je me retiens. J'y arrive pas tous les jours de ma vie. Mais au moins, je pars de cette idée que quand je trouve, tiens, là, je te vois, je te trouve belle. Alors, merci Gwen. Il y a mon élan qui me dit tiens, tu penses qu'elle est belle, fais-lui cadeau. Donc ça s'appelle un compliment. Mon ego, il me dit non, ne lui dis pas. Sinon, elle va croire que. Et là, je calme mon ego, je donne le compliment. Mais si dans ma tête, je pense tiens, j'aime pas son haut, là, je me dis je vais pas lui dire. Et c'est hyper simple de dire je distribue que ce qui fait du bien aux autres. Oui. Si on pouvait tous être dans cette démarche, ça serait tellement, le monde serait tellement plus en paix. Mais tu sais, avec Tal et Joanne et Jean-Marie, des fois, tous les ans, on fait des formations de médiumnité. Et c'est pareil, on dit aux gens, la médiumnité, ça sert à élever les autres. Ça ne sert pas à faire du mal. Quand j'ai déjà entendu des gens qui me disent ouais, j'ai vu un médium, il m'a dit que ma relation amoureuse, elle va échouer d'ici 1 an. Je suis là, mais ça sert à quoi de dire ça? Donc même si ta médiumnité, elle te révèle quelque chose, on peut trier. Qu'est-ce que je donne à l'autre? Est-ce qu'il est prêt à recevoir ce message ou pas? Donc pour moi, la médiumnité, c'est je sens des choses, donc je donne l'outil qui va avec.
Si c'est juste pour dire à la personne, ouais, je sens qu'il y a quelqu'un qui va mourir dans la semaine, ça sert à rien. Ouais. Tu vois, Ouais. Ouais, oui, je suis d'accord. Alors, tu parlais à un moment donné d'élèves enseignants. J'arrive sur les SPPA, donc j'en ai parlé Mhm. effectivement en live avec Joanne. Et nous avons peut-être ce soir là dans notre audience des personnes qui n'ont jamais entendu parler des SPPA, les sous-personnalités psychoactives. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ces différentes sous-personnalités que nous avons tous et quels sont leurs rôles? Oui, alors, en fait, c'est comme un travail de décomposition de soi-même. C'est que je me dis, bon, alors il y a Gwen. Mon ego, il me dit Gwen. C'est Ouais. une personne. Mm. Quand j'observe Gwen, en fait, je vois qu'il y a 1000 Gwen différents. Donc nos sous-personnalités, c'est ce qui amène nos missions de vie. Donc il y a un petit Gwen qui veut l'amour, être en couple. Il y a un autre petit Gwen qui veut pas être en couple. Il y a un personnage intérieur qui pense à avoir plein d'amis, un autre qui pense être en famille, l'autre qui veut Peut être être seul. papa. Ouais, voilà. Donc en fait, ce sont toutes nos vocations. Donc SPPA, ça veut dire sous-personnalité psychoactive. On a une personnalité et des milliers de sous-personnalités. Donc dans mes sous-personnalités, puisque tu as pris cet exemple, je suis un maître, je suis un élève, je suis un guérisseur, mais je suis un patient. J'accepte tous les rôles que j'ai à jouer dans la vie. Je suis un artiste, je suis un voyageur. Et j'observe toutes ces facettes donc, dont j'ai parlé au début en parlant de source de bonheur. Parce que ça peut parler plus facilement aux gens. Donc mes sources de bonheur, c'est toutes mes facettes qui veulent s'accomplir. Donc le problème étant que certaines facettes en nous sont d'accord, du type je veux être en couple, je veux des enfants, ça va ensemble. Tu vois? Donc les deux facettes, elles se mettent d'accord. Elles vont se tenir par la main pour réaliser un objectif. Mais il y a des facettes qui ne s'aiment pas entre elles, qui s'opposent, et c'est ce qui crée le conflit intérieur. Alors, est-ce que tu peux aussi donner un exemple ou des exemples? Alors, donc là, pour le premier exemple que tu as donné, donc c'est quoi? C'est la sous-personnalité mari ou conjoint et la sous-personnalité parent. Oui, ça pourrait être ça. Ok. Voilà, c'est ça. Donc, Le ça, parent oui. et l'amant. Exactement. Et l'amant. Ok. Voilà. Donc, les facettes qui s'opposent pourraient être je suis guérisseur, j'ai des dons, j'ai besoin de gagner ma vie. Donc, c'est la facette homme ou femme d'affaires. Ces deux facettes-là, elles sont d'accord. Elles disent, bah tiens, si je suis guérisseur et que je fais payer mes soins, je vais m'accomplir. Et là, il y a la facette sage ou enseignant qui a lu que dans un bouquin, l'argent, c'est mal. Et là, donc, cette même facette, elle va saboter les deux autres pour dire, non, si tu es guérisseur, faut le faire gratuitement. Et j'en connais plein des gens comme ça. Oui. Ils veulent donner gratuitement, mais après, ils sont sur la paille. Donc, il y a un moment où il faut mettre en accord nos sous-personnalités pour réaliser nos objectifs et nos rêves. Parce que après, c'est bien pour ça qu'on les gens appellent ça mon saboteur intérieur. Et souvent, on attribue ça à l'ego, l'auto-sabotage. Oui. Si vous voulez, on va pas approfondir à fond, et je fais la pub pour mes stages et conférences pour ceux qui veulent approfondir, Oui, on va en mais parler. brièvement, c'est de comprendre que mes sous-personnalités qui vont bien, elles sont invoquées
par mon âme. Si j'ai plein d'amis et que je suis heureux, ma facette, elle est tout le temps accompagnée de mon âme. Si ma facette va mal, elle veut pas l'âme. Elle dit, bon, mon âme, tu dis n'importe quoi, quelqu'un d'autre peut m'aider là? Et là, il y a l'ego qui arrive. Ouais, t'inquiète, j'ai un mode d'emploi. Tu vois, Ouais. Et c'est pour ça que nous sommes réactifs quand on est touché émotionnellement. C'est justement parce que quelqu'un va toucher une sous-personnalité en moi qui va mal, et celle-là, elle va donc invoquer l'ego. Ah oui. Ok. Tu vois, donc concrètement, j'ai parlé de la facette amie. Si ma facette amie va mal, un ami me demande excuse-moi Gwen, tu peux me rendre un service? J'invoque mon ego parce que j'ai une blessure qui me dit quand tes amis te demandent des services, ils abusent de toi. Donc là, mon âme, elle passe plus, mon ego arrive. Et en fait, c'est pour ça que c'est très simple de comprendre que l'ego coupe la conscience. Donc l'émotion coupe la conscience d'une manière indirecte. Parce que quelqu'un me dit, Gwen, t'es vraiment stupide. Si je suis en paix, je dis d'accord. Ouais, tu dois avoir raison. Je le prends pas mal, en fait. Ouais. Alors que si je le prends mal, c'est justement parce que moi, je pense que je suis peut-être stupide. Ouais. Donc, mon ego arrive pour me défendre parce que j'ai une blessure et je rentre en conflit. Donc, c'est très simple de voir à chaque fois, finalement, qu'on vous critique, qu'on vous fait du mal ou qu'on vous dit quelque chose. Quand je suis en paix, ça veut dire que ma facette va très bien. Et quand je pars au quart de tour, ça veut dire que ma facette, elle est déséquilibrée. Donc, il faut que je guérisse. Donc, si je résume, on a des facettes, des sous-personnalités qui sont connectées à notre âme et des sous-personnalités qui sont connectées à l'ego. Mais oui. Dans l'idéal, lorsque on a guéri nos blessures, nos sous-personnalités, elles devraient être toutes connectées à l'âme. Oui. Ok. Après, on est humain. Hein. Bien pas sûr. Oui. Comme objectif que toutes nos facettes soient dans la lumière et heureuses. Parce que comme je l'ai dit au départ, dans la vie, on doit faire des choix. Et des fois, les choix s'opposent. Moi, je le vois vraiment concrètement tous les ans ou quand je peux, tous les 2 ans. J'adore partir à Madagascar pendant 3 mois. C'est mon cadeau d'avoir bossé toute l'année. Et mon côté voyageur et mon esprit de famille et mon esprit découverte de la vie sont hyper en joie de me dire je vais partir 3 mois à Madagascar. Mais il y a un autre côté de moi où je suis là, mais je vais pas voir mon fils pendant 3 mois. C'est horrible. Donc, je fais des choix. Là, j'accepte le voyage. L'année prochaine, je ne voyage pas. L'année d'après, je ne fais pas 3 mois, je fais que 2 semaines, mais avec mon fils. Parce qu'il a l'école, tu vois. Et c'est ça, jouer avec la vie. C'est qu'en fait, la facette déséquilibrée prend tout le temps le contrôle. Donc, j'ai tout le temps les mêmes motifs de conflit intérieur. Ouais. Regarde tous les gens qui sont en couple et qui se gâchent la vie parce qu'ils sont en compétition d'enfants intérieurs. Et on dit, ouais, mais aime-moi, ouais, mais tu me fais pas de cadeaux. Et on voit que c'est un enfant qui veut être gâté ou chouchouté. C'est pas un amant, en fait. Ouais. C'est son enfant intérieur, là, qui parle. Oui, parce qu'elle est malade. Et tu vois, si je garde l'exemple de la relation amoureuse, c'est pour ça qu'il y a des contrats erronés dans l'amour. Parce que des fois, on se dit, waouh, on a eu le coup de foudre tous les deux. Amant, amante.
Mais en fait, la réalité, c'est pas un coup de foudre d'amant amante. C'est une petite fille complètement malade qui a rencontré un bon papa, ou c'est un être malade qui rencontre un être guérisseur. Et c'est pour ça qu'en fait, nous sommes tous, d'ailleurs, les thérapeutes les uns des autres. C'est que la personne qui nous révèle dans notre colère, bah, c'est la meilleure personne pour nous montrer ce qu'on doit guérir, ce qu'on doit travailler sur soi. Donc c'est pour ça que pour moi, bah, dans la réalité de la vie, quand les gens, j'entends des fois des gens dire, moi je préfère être qu'avec des gens qui sont dans la spiritualité. Je vais créer une communauté, je sais pas, dans la Creuse ou en Ardèche, pour les gens conscients et qui viennent là. Et des fois, je leur dis, mais tu sais, c'est pas ça la spiritualité. C'est pas de faire une secte où on s'enferme entre nous pour être en paix. La spiritualité, c'est quand tu es en paix avec les gens qui sont différents de toi. Ouais. Donc voilà, pour moi, c'est ça. C'est les gens qui m'énervent, ben, je veux les fréquenter. Comme ça, j'apprends. Bien. Donc, pour ceux qui nous écoutent, posez vos questions. Donc là, on parlait donc de ces sous-personnalités. Donc, c'est bien, c'est important de pouvoir effectivement les identifier pour voir lorsqu'on est en conflit ou avec soi ou avec les autres, quelle est la partie de nous, la facette de nous, la sous-personnalité de nous qui est en train de prendre le dessus. Et est-ce qu'elle nous amène dans quelque chose d'ouvert, de beau, de joyeux, ou au contraire dans quelque chose plutôt de négatif, lié là à l'ego, parce que ça va vraiment nous permettre du coup de réajuster aussi les choses. Donc on avait vu ça avec ta mère, ce sont des parties qui sont protectrices et c'est important de reconnaître leur précieux rôle de gardien et les éduquer, parce qu'il y a des parties de nous effectivement qui sont encore immatures. Donc, tu parlais de l'enfant, on a notre enfant intérieur qui peut parfois effectivement s'émerveiller de tout. C'est le côté positif presque de l'enfant et en même temps qui peut faire un caprice au conjoint ou à son ami parce qu'il n'obtient pas quelque chose. Donc, il y a vraiment aussi cet équilibre à trouver dans toutes les facettes qu'on porte en nous. Comment est-ce que tu fais ou comment est-ce qu'on peut faire, parce que je pense que toi, ça y est, tu les entends bien, toutes ces petites voix intérieures. Comment est-ce qu'on fait la différence entre la voix de l'ego, la voix des SPPA et puis la voix de l'âme? Brièvement, l'ego, c'est ce qui nous dit tu et qui nous amène à la guerre. Ok. Donc, voilà, ok. Au conflit. Ok. Ouais. Donc l'ego, c'est la voix qui nous dit défends-toi, te laisse pas faire. Et c'est aussi la voix qui dénigre. Ouais. La vie est nulle. Ou tu es pas assez bien, tu es mauvais, tu n'as pas réussi, tu n'y arriveras pas. Ouais. Voilà, c'est la voix qui dénigre tout. Ouais. Tout le temps. Nos SPPA nous disent je. J'aime mon fils. C'est neutre, tu vois. Je suis triste. J'ai faim, j'ai envie de voyager. Donc, toutes ces sous-personnalités, elles disent tout le temps je. Okay. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que la majorité des gens, sans se rendre compte, parlent de SPPA parce qu'ils disent ah bah tiens, d'un côté, j'ai envie de partir en week-end, mais de l'autre côté, il faut que je bosse. Bah, c'est bien deux SPPA. Ouais. Tu vois, c'est. Ouais, c'est bien, c'est clair. Ouais. Oui, c'est ça. Où je vois beaucoup les gens quand ils sont parents. Tu sais, tu as le tabou de la société. Oui, moi, j'aime mes enfants à égalité. Je leur dis, mais non, c'est pas vrai. C'est juste parce que tu as peur d'en blesser un ou que tu veux bien paraître en société. Mais tout le monde, l'amour n'est pas le même. Et quand, vraiment, c'est un truc marrant, ce truc-là, dont je te parle. Quand je dis aux gens, et t'as jamais rêvé de ce que serait ta vie si tu n'avais pas eu d'enfant? Ben si, ça nous traverse tous l'esprit. Mais sauf qu'on n'a pas le droit de le dire en société. Ouais. Tu vois, mais c'est un jeu, en fait. Ouais. La vie est un jeu. Oui.
Et donc, mon âme me dit aussi tu, mais c'est très facile à distinguer parce que mon âme, elle m'amène toujours à la paix et à l'amour. Donc, quand je suis confronté à une situation, mon ego me dit oh là là, c'est horrible ce qui t'arrive. Et mon âme, elle me dit waouh, c'est un bel apprentissage de la vie que tu reçois. En fait, il n'y a plus de bien et de mal. Oui, c'est des messages de sagesse. Oui. L'âme nous invite tout le temps à élever notre conscience et à accueillir les expériences d'une manière, je ne vais pas dire le mot positive, mais qui nous élève, oui, c'est ça, qui, tiens, quelqu'un t'a trahi, la prochaine fois, peut-être que tu agiras différemment. Donc notre âme, elle nous... Moi, j'explique souvent aux gens, tu sais, physiquement, ça se sent. L'ego, il monte dans le corps. Donc, quand tu es calme et que tu es touché émotionnellement, tu sens un truc qui... Surtout quand quelqu'un t'énerve. Imagine quelqu'un te dit plusieurs phrases d'affilée qui sont pas sympas. Ça monte. Alors que notre âme, elle... Je suis zen. Oh oui, ça se pose. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, alors, comment tu décris l'âme? Parce que j'ai eu pas mal de questions. En tout cas, cette question-là est revenue beaucoup de fois après des lives. Et du coup, j'ai jamais eu l'occasion de poser cette question-là à mes invités. Où les gens me disent, mais j'ai entendu ton live, mais c'est quoi l'âme? Comment est-ce qu'on définit l'âme? Alors, qu'est-ce que toi, tu dirais? Comment tu définirais l'âme? Alors, je vais commencer justement par pacifier aussi tout le monde. C'est que je vais donner une définition qui m'est propre et qui va sûrement s'opposer à d'autres enseignements. Et justement, pour moi, le but du jeu, c'est pas d'opposer les spiritualités, mais de nous calmer et d'accueillir. Je le précise parce que souvent, j'entends des gens qui vont me dire oui, mais c'est pas ça l'âme, ça c'est l'esprit, et puis ça c'est ton corps astral, et ça c'est ton corps éthérique et machin. Et je leur dis mais mets le mot que tu veux. On va se disputer juste pour des mots. Donc, des concepts. Voilà, exactement. Donc en fait, au-delà des mots, prenez l'énergie. Donc, à mes yeux, l'âme, c'est ce qu'on pourrait appeler notre corps de lumière, c'est pour moi une partie du divin, de la conscience globale. Oui. Donc notre âme, c'est notre divinité. C'est l'être extraordinaire et fabuleux aux milliards de potentiels que nous sommes. Et l'âme choisit de s'incarner sur Terre. Donc elle dit, donc ce qu'on appelle des choix d'incarnation, j'ai envie d'expérimenter si ça, parce que je vais trouver la paix et l'amour là-dedans. Alors, je vais demander à d'autres âmes, alors qui veut jouer le rôle d'un bon papa et d'une mauvaise maman? Et c'est pour ça qu'il y a des familles d'âmes. Et c'est pour ça aussi que nos meilleurs enseignants sont les gens avec qui on se clash. Parce que quand on décide, oui, mais tu sais, moi, je veux une femme qui m'insulte beaucoup. Parce que je dois apprendre à faire la paix avec ça. Parce que dans une vie antérieure, j'ai été une femme soumise. Et en fait, c'est comme ça qu'on fait des choix d'incarnation. C'est parce que notre âme, elle veut expérimenter plein de choses. Elle n'est pas du tout dans le jugement de dire ça c'est bien, ça c'est mal. Elle dit, il faut que mon expérience humaine se termine dans l'amour. Donc, je veux être heureux. Il y a un chemin, c'est le bonheur, et un autre chemin, c'est je vais guérir mes blessures du passé. Je vais essayer de faire les deux en même temps. Et comme ça, le jour de ma mort, quelle vie inouïe j'ai eue. Et là, on part. Et c'est ce que certains appellent rejoindre les mondes de lumière, c'est-à-dire que tu as accompli ta destinée quelque part.
Mais si ton âme expérimente et qu'à la fin de ta vie, tu es là, franchement, les gens, ils m'ont quand même tous trahi, j'ai eu 4 femmes, elles m'ont trompé, financièrement, j'ai eu un boulot de merde pendant 50 ans, mais on ne peut pas partir en paix. Ouais. Donc notre âme va forcément réincarner avec des choix de vie qui ressemblent ou qui sont opposés. Tu vois? Ouais. Donc voilà. Moi, je partage ce point de vue. Mon âme, elle choisit. C'est pour ça qu'en fait, il y a des gens qui ont des dons ou des vocations très tôt. Et en général, ça, justement, ce sont nos sous-personnalités qui ont déjà été épanouies dans d'autres vies. Donc, si tu arrives et qu'à 5 ans, bah, tu sais être télépathe, ça veut dire que dans une autre vie, tu as terminé comme un télépathe magnifique et merveilleux qui était en paix. Ouais. Alors que si tu arrives dans cette vie et que tu te dis, je sais pas pourquoi moi j'ai peur des chiens, bah, c'est parce que ton âme, elle dit, dans une autre vie, tu t'es fait attaquer par des chiens, donc maintenant tu vas te guérir. Tu vois, c'est très intéressant de comprendre pourquoi on a des comportements innés. Et il n'y a pas de hasard. Oui. Moi, je rebondis sur ce que tu dis. J'ai une cousine qui est née avec le don de la danse. Elle n'a jamais pris de cours de danse et elle sait tout danser, du hip-hop à la danse orientale, mais tellement bien qu'on se dit, ok, t'es venu là avec un bagage, quoi, avec des dons, enfin des choses qui sont innées. Et c'est merveilleux de voir ça chez certaines personnes. C'est beaucoup plus flagrant que chez d'autres. Oui. Mais je rassure tout le monde aussi, on a tous des dons extraordinaires. Complètement. Le problème, c'est juste que nos parents, ils nous ont tous dit qu'on était nuls. Donc, au lieu de dire papa, maman, regardez le dessin que j'ai fait, il est magnifique. Et au début, ils nous font ah oui, c'est très beau, bravo. Et après, quand on grandit, ils nous disent bon, arrête de me gonfler avec tes dessins. Tu vois, ouais. Alors là, on a une question. Comment identifier ces sous-personnalités qui nous font souffrir? Mais comme je vous l'ai dit, pour moi, il y a des questions très très simples à se poser pour élever la conscience de soi. Il y a qu'est-ce qui me rend heureux? Bam, il y a plein de réponses qui arrivent et ce sont donc des sous-personnalités qui vont bien. Deuxième question, qu'est-ce qui me manque dans ma vie pour être heureux? Donc, qu'est-ce que je n'ai pas? Et là, ce sont mes sources de malheur. Et je peux identifier ces sous-personnalités comme ça. C'est que je peux dire, alors moi, je m'entends bien avec mes parents, avec mes frères et sœurs. Ah ben tiens, là, il faut que je m'occupe de cette sous-personnalité. J'ai plein d'amis, je suis bien, je galère à payer mes factures à la fin du mois. Ah ben tiens, là, il faut que je m'occupe de cette sous-personnalité. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à créer ce mouvement perpétuel dans sa vie. C'est en disant, parfois, j'honore mes parties qui sont heureuses, et à d'autres moments, je vais regarder là où ça va pas dans ma vie. Et du coup, pour moi, c'est très anti-New Age, cette manière de voir les choses. C'est que je suis pas là, je suis que amour, paix et lumière. Oui. Tiens, je vais aller plonger dans mon obscurité pour attraper mes petits démons et les amener dans la lumière. Tu vois, oui. Mais c'est ça, vivre en conscience. C'est ça. C'est-à-dire, c'est important d'être pleinement conscient de toutes ces parties-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste beau, magnifique, tout va bien et on étouffe tout ce qui ne va pas. Il y a aussi les parties qui sont en souffrance. Voilà, on a nos qualités, nos défauts. Il y a à regarder tout ça et à prendre soin de ces parties-là. Celles qui vont bien, elles vont bien, c'est très bien. Par contre, les parties qui vont pas bien, c'est là où il faut amener aussi cette conscience et cette énergie et cet amour, cette bienveillance dans ces parties-là pour s'éveiller, pour grandir. Oui. Après, il y a une autre manière de voir les choses qui est très simple.
C'est ce qu'on peut appeler la réflétothérapie. Demandez juste à vos proches comment vous êtes. Après, il faut l'accueillir. Hein. Ne rien prendre de façon personnelle. C'est drôle parce que moi, je prends tout personnellement, justement, ça me touche. J'accueille tout. Donc, je joue à ça avec mon fils, moi. Hein. Des fois, je lui dis, Raphaël, justement, l'ego, il veut pas qu'on dise les choses. Alors, Raphaël, tu peux me dire que mon plat, il est bon, s'il te plaît, ça me ferait du bien. J'ose le verbaliser. Non, papa, ce soir, j'aime pas du tout ton plat. Mais on joue avec ça. Mais il y a d'autres moments où je dis à mon fils, Raphaël, c'est quoi le trait de caractère que tu n'aimes pas chez moi et que je pourrais changer? Et c'est ça qu'on doit accueillir des autres, avec vos enfants, avec votre compagnon, votre compagne. Parce que sinon, justement, l'enfant capricieux, il veut juste des compliments, lui. Hein. Tu vois? Mais non, il faut savoir se dire, les autres m'enrichissent. Tout le monde est là pour que je m'améliore. Et en fait, là où c'est extrêmement complémentaire, c'est que souvent, ce qu'on reproche aux autres, c'est nous qui l'avons créé. Donc, je vous prends un exemple de couple. Un exemple fréquent. Mon mari est pas du tout responsable. J'aimerais bien qu'il fasse plus de tâches ménagères à la maison. Donc ça, c'est le reproche. Alors, derrière le reproche, va regarder pourquoi toi, tu as choisi cet homme. Comment toi, tu te comportes? Ben moi, je fais tout à la maison. Et ben voilà. C'est quelle facette? C'est la maman. On peut dire mon mari est irresponsable, mais on peut le retourner en disant j'infantilise mon mari. Et c'est ça qui est beau, c'est que souvent, ce sont les mêmes choses qui nous font aimer quelqu'un et qui nous font fuir 10 ans après. Donc, au tout début, à l'origine, t'inquiète pas, chérie, je m'occupe de tout. Mets-toi devant la télé, je t'amène à manger. Et 10 ans après, c'est mais tu fous rien. Tu vois, et c'est ça qui est chou. C'est qu'au début, on est content quand l'autre nous offre une bague, nous invite au resto, nous sort. On se dit waouh, je suis gâté. Et 10 ans après, c'est mais tu crois que tu vas m'acheter, sérieux? Mais parce qu'en fait, on ne se rend pas compte que nous, on a bien voulu se faire acheter au départ. Oh oui, mais c'est 50-50 dans les relations, dans les conflits. On a chacun notre part de responsabilité et c'est important de prendre sa part de responsabilité. Hein. Oui, c'est ça. Et en fait, de réellement, c'est pour ça qu'on dans tout, là, par contre, c'est universel. Toutes les spiritualités vous apprendront que le monde est à l'image de soi. C'est pour ça qu'il faut regarder à l'intérieur plutôt que jeter la pierre et pointer du doigt les autres. C'est moi le créateur. Ouais. Désolé, cette phrase sortie du contexte pourrait avoir l'air de je suis Dieu. Mais je suis créateur et co-créateur de mon monde, de ma vie. Ouais. Et c'est bien pour ça que la réalisation de ses rêves passe par la conscience de soi. Oui. Entendez bien ce message, messieurs, dames. Alors, il nous reste 5 petites minutes. Je lis les derniers petits commentaires là qui sont sous mes yeux. Titi qui dit « Moi, j'ai l'impression de revivre les mêmes événements de la vie de ma mère. Accouchement difficile, séparation, mais je le fais différemment dans l'amour. Mais je ne veux pas revivre les mêmes choses qu'elle. » C'est déjà bien d'en avoir conscience, hein, de ces schémas transgénérationnels répétitifs. Hein. La première étape, c'est la conscience, la prise de conscience. Hein, pour qu'il y ait changement, il faut déjà s'apercevoir de ce qui se joue. Hein. Céline, comment trouver sa voie quand on n'a jamais su vers où aller? Céline, même chose. Trouver sa voie, moi, c'est un truc que j'adore faire.
D'ailleurs, si Corinne est là, j'avais travaillé avec elle là-dessus, en séance individuelle. C'est les transitions professionnelles pour expliquer aux gens, cherche pas un métier, cherche-toi. Qu'est-ce qui me rend heureux? Ben tiens, je vais en faire un métier. Et pour moi, c'est ça la réalisation professionnelle de soi. Oui. C'est quand ton métier et toi-même, c'est la même chose. Complètement. Oui. C'est pour ça que moi, j'explique aux gens fréquemment, mon métier, c'est d'être moi-même. Je suis pas là à dire un truc et après, dans 2 heures, je suis un autre personnage. Donc, pensez juste, qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Et la personne qui va me dire, même pour les ados, j'ai pas mal d'ados en ce moment, la personne qui va dire, ouais, moi, mon enfant, il est nul à l'école, mais il adore les animaux. Ben, je lui dis, ben, laisse tomber l'école, laisse-le s'occuper des animaux. Pourquoi vous voulez que vos enfants ils aient 20 sur 20 en maths s'ils aiment les animaux? Non, c'est ça, en Oui. fait. Oui. C'est que mes enfants, nos enfants, parce que pour moi, l'éducation, c'est le plus important du monde, quasiment. C'est nos enfants, j'ai pas envie de dire à mon fils, si tu as pas de diplôme, tu vas rater ta vie. Vraiment, là, je conseille à tous les parents du monde, ne dites jamais ça à vos enfants. Moi, je dis à mon fils, t'as des bonnes notes, je te félicite, t'as des mauvaises notes, je t'engueule parce que je dois avoir ce rôle. Mais sincèrement, même si tu rates tes études, tu vas réussir ta vie, t'es un génie. Non, parce que c'est ça les pensées créatrices qu'on met dans la tête de nos enfants. Donc, faites-le pour vous. Si vous dites, moi j'adore transmettre aux enfants, ben voilà, fais-en un métier. Pour moi, beaucoup de gens, ils parlent des missions de vie comme ça. Ouais. Mais on en a plein. Et vous pouvez en prendre 1 ou 2 ou 3 et en faire un métier, en fait. Donc, c'est ça, se trouver et trouver sa vocation professionnelle, c'est comme ça. Bon, ben voilà, hein, ce live était riche, il y aura encore tant de choses à dire. On fera peut-être d'autres lives, hein, on vous proposera peut-être de passer avec nous un autre moment, mais c'est vrai que voilà, ça fait déjà 1h30 qu'on y est. Alors, je veux finir en disant que Gwen vient à La Réunion, donc si vous voulez le rencontrer, il fait des stages en métropole, bien sûr, à Genève aussi, hein, parce que tu es de là-bas, en Suisse. Et donc là, il vient à La Réunion au mois d'octobre, donc il y a une conférence le 1er octobre qui va parler, incarner sa spiritualité. Donc, c'est quoi la spiritualité? La conscience, l'observation de soi, le choix d'incarnation, ses missions de vie, pacifier son ego, réaliser ses rêves et objectifs, vivre en conscience. Et ça sera suivi d'un stage, vivre en conscience, du 3 octobre au 6 octobre. Et là, vous verrez la santé holistique, les 4 corps fondamentaux, les mécanismes de l'ego. Vous irez justement travailler sur les sous-personnalités psychoactives. On les a passées un peu rapidement, mais évidemment que voilà, c'est une formation à faire pour découvrir tout ce qui vous compose, toutes ces parties de vous-même, développer également ses capacités de médiumnité et la voix de l'âme. Donc, je mettrai ces informations-là sur Facebook. Vous pouvez évidemment retrouver tout ça sur le site de Gwen. C'est quoi ton site internet? Gwen Clapp www.gwenclapp.com. Et en fait, pour tout le monde, le plus simple, vous allez sur un moteur de recherche que je ne citerai pas, vous mettez juste Gwen Clapp et il y a tout. Il y a mon Facebook, mon email, mon site internet, ma chaîne YouTube. Vous pouvez, en fait, pour moi, en plus je te l'ai dit avant en off, pour moi le but de la vie c'est la simplicité. Donc, vous prenez pas la tête. Si ça vous intéresse, intéressez-vous, plongez-vous. J'écris tout le temps, je fais des fois des vidéos. Et effectivement aussi pour la petite anecdote en off auparavant. On discutait avec Corinne de comment on va présenter
Gwen, tu te présentes, et puis après, on présente ton enseignement, et après, on présente ton stage. Et je lui ai dit, de toute façon, quand tu présentes l'un, tu présentes les autres. C'est pareil. donc, donc, vraiment, moi, ce stage, c'est un condensé de tout ce que j'enseigne. Et Donc, tout il ce y a que le tu travail es, de confiance. Ouais, voilà, exactement. tout ce que tu incarnes. C'est tout à fait ça. Et après, quand on va faire des exercices pour apprendre à être plus médium, on va faire des exercices pour être chaman, on va faire des exercices pour être bienveillants les uns avec les autres, ou pour être moins susceptibles. En fait, on va tout faire pour la simple et bonne raison que pour moi, tout ça, c'est un. Je dis tout le temps, nous sommes un. Ça veut dire que si vous élevez votre conscience, forcément, vous serez un meilleur mari. Si vous élevez votre conscience, forcément, vous serez un plus grand médium. En fait, on ne peut pas tout opposer. Oui. C'est qu'une fois qu'on apprend à développer l'ensemble, en fait, il y a toutes les portes qui s'ouvrent. Et puis voilà, le message quand même là de ce soir, c'est vraiment de comprendre que si on n'est pas conscient de tous ces mécanismes de l'ego, eh ben on va répéter inlassablement les mêmes choses. On aura les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes comportements, les mêmes résultats. Et on ne sera pas connecté à notre âme, on ne sera pas connecté à notre corps spirituel, on ne sera pas connecté à l'humain sacré et divin qu'on est. Donc vraiment, c'est de faire le stage avec Gwen, c'est vraiment une opportunité de s'éveiller à qui on est. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez compris que quelque part, si vous voulez avoir une vie heureuse, harmonieuse, épanouissante, joyeuse, il vous faut devenir davantage conscient de qui vous êtes. Soyez curieux. C'est le plus beau voyage, je trouve, en tout cas, qu'on peut faire, c'est partir à la rencontre de soi. C'est le voyage certainement le plus riche. On va découvrir des parties de nous insoupçonnées. On va découvrir notre ego, nos blessures, nos mécanismes de défense, nos SPPA, moi que j'ai découvert avec vous. On va identifier tous ces schémas limitants, ces croyances limitantes. Et donc, avoir conscience de tout ça, ça va vous permettre de reprendre le pouvoir sur votre vie. Vous allez pouvoir modifier vos croyances, changer vos comportements dans le but de vivre en paix, dans le but de vous réaliser. Donc voilà, c'est vraiment une invitation. Devenez plus conscient tous les jours, un peu plus de qui vous êtes. Gwen, est-ce que tu veux conclure? Est-ce que tu veux... Oui, je vais compléter et conclure. Effectivement, au cas où certains se poseraient une question très juste, à quoi ça sert? Parce qu'on me demande des fois, c'est quoi le profil des gens qu'il y a dans des stages? Alors, au-delà de répondre, bon, en général, il y a des gens qui ont bourlingué de partout et qui ne s'en sortent pas. Ils ont fait 50 thérapies, donc ils vont se tourner vers la spiritualité. Ça, c'est un profil. Mais très sincèrement, je vous dis honnêtement, même en faisant la pub pour Tal et Johan et Jean-Marie, parce que eux aussi, leur stage se passe comme ça, c'est que dans un même stage, il peut y avoir quelqu'un qui dit « moi, je viens me guérir du cancer », l'autre qui dit « moi, je viens de divorcer », et quelqu'un qui va vous dire « ah ben tiens, moi, je veux juste apprendre à être médium ». Et qu'est-ce qu'ils font ces trois-là dans le même stage? Donc, c'est pour ça qu'en fait, pour moi, c'est des clés et outils qui permettent réellement de s'accomplir dans n'importe quelle branche. C'est que la personne qui, je sais pas moi, qui a le cancer, comme je l'ai dit avant, et la personne qui veut juste apprendre à être plus en paix avec elle-même, en fait, ce qu'il y a de magique, c'est que on se rend compte que tous ces profils différents qui se réunissent à un stage se sont co-créés parce qu'en fait, on a tous un point en commun, quelque part. Et donc, le profil des gens, il y a la surface et il y a la profondeur, c'est que personne n'est là par hasard. Complètement. Les groupes ne se forment pas comme ça par hasard. Ouais, c'est magique. Alors voilà, je termine juste pour vous dire ça, pour vous remercier d'avoir suivi cette conférence, pour te remercier, Corinne, aussi, et t'honorer parce que c'est un grand plaisir pour moi de pour moi aussi. avec toi. Merci.
j'ai aussi juste un mot pour mon organisatrice de la réunion, Anne. Anne. J'ai pas le droit et le devoir de l'oublier parce Oui. qu'encore une fois, comme on l'a vu, notre âme nous inspire à l'amour, à la bienveillance, à dire des belles choses. Oui. Et j'ai pas envie de les garder pour moi. Moi, juste le simple fait que quelqu'un me fasse confiance pour me dire j'organise ton événement ou je t'invite dans mon émission ou Gwen, j'ai besoin de ton aide. En fait, tous mes patients, quand ils sortent, je leur dis merci de ta confiance. C'est beau, c'est trop beau en fait. Donc, merci Anne Caillot de. Oui, si elle nous écoute, je lui fais aussi un gros bisou. C'est une très très belle personne. Voilà, donc on arrive au terme de ce live. On a plein de merci. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Ça a été très lumineux. Merci pour ce bel échange. Les stages permettent des rencontres magiques, nous dit Corinne. Je pense que Corinne, elle a fait un stage avec toi où tu le disais. Je lui dis souvent, elle a fait le combo, elle. Séance individuelle, stage, formation. Tu vois, donc c'est 1000 gros bisous à tous les gens que je connais déjà, dont Corinne, parce que vous êtes merveilleux. Et aussi, j'embrasse tous les gens que je ne connais pas, tout simplement parce qu'ils ont eu la patience d'écouter pendant 1h30. Je ne sais pas si tu vois, mais alors on a eu du monde ce soir et on a plein de cœurs, plein de j'aime. C'est, je ne sais pas si on les voit. C'est vraiment mignon. Hein. Merci, mais mille merci à toutes les personnes qui ont été présentes, qui ont suivi ce live, qui ont commenté. Il y a eu 61 commentaires. Alors, c'est très bizarre sur Facebook. J'ai toujours les 4 derniers et après, j'ai plus les autres. Donc, on répondra à la fin du live s'il y a eu des questions. Gwen y répondra. Ce live sera en replay sur Facebook, sur ma chaîne YouTube, sur le blog Être Soi. Voilà, donc merci à vous tous d'avoir été présents. Gwen, merci. Merci. C'était un super moment. J'aime beaucoup ton authenticité, ta simplicité. Ce que tu dis est très clair, très cohérent, très aligné. Donc vraiment, c'était un très, très beau moment. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Il me manquera... Monsieur Muller, donc s'il nous écoute, je lui proposerai un live. Jean-Marie Muller, on aura fait la famille entière. Voilà, donc passez une belle soirée, à très bientôt. Et puis nous, on se verra certainement en octobre lors de ta venue ici à La Réunion. Et je mettrai sur le site tous les renseignements pour s'inscrire à ton stage. Merci Gwen, merci beaucoup. Merci à toi et merci à tous. Bonne soirée aux Réunionnais et bonne fin de journée aux Européens. Gros bisous à tous.